Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, après les maternelles 4 ans, après la réforme sur les étudiants étrangers, après le projet de loi sur les tarifs d'hydro, on s'enligne pour rejouer dans le même film, version commission scolaire. Encore une fois, la CAQ a présenté en grande pompe un projet de loi imprécis et brouillon. Et devinez quoi, Monsieur le Président? Encore une fois, ce matin, il y a une manifestation devant le ministère de l'Éducation. 6 000 enseignants ont déposé des lettres signalant l'incohérence du projet de loi. Monsieur le Président, le projet de loi 40 doit supposément réduire la bureaucratie, redonner du pouvoir aux gens qui connaissent les élèves par leur nom. Mais dans les faits, la CAQ a simplement choisi d'investir temps et énergie dans un brassage de structures et pendant ce temps, les parents du Québec attendent des services pour leurs enfants et surtout des enseignants. Le projet de loi n'apporte rien pour la réussite éducative de nos jeunes. Les commissions scolaires peuvent certainement être bonifiées, doivent être modernisées. Y a-t-il moyen de faire un travail constructif? Nous sommes prêts à travailler en ce sens sans perdre de vue cette réussite importante. Pour ce faire, il faut savoir écouter et s'ajuster. Ce matin, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que vous étiez prêt à ralentir certains dossiers. Est-ce que dans ce dossier-ci, vous allez faire encore la sourde oreille aux critiques constructives qui sont formulées? Monsieur le Premier ministre, je vous demande évidemment, et vous connaissez la règle, je ne le dirai pas 1000 fois, de vous adresser à la présidence, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle a assez d'expérience pour se rappeler, en tout cas moi je m'en rappelle, que le ministre de l'Éducation libéral, M. Bolduc, avait déposé un projet de loi pour abolir les commissions scolaires, pour abolir les élections scolaires. Et M. Bolduc disait à l'époque, ça n'a pas de bon sens, qu'il y ait seulement 5 de taux de participation aux élections scolaires. Et, M. le Président, ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'il y a eu un lobby des ex-présidents, présidentes de commissions scolaires qui remplissent les bancs du Parti libéral pour que le gouvernement libéral recule sur son projet de loi. Monsieur le Président, je pense que quand on parle d'un taux de participation de 5 des élections, ce n'est pas de la démocratie. Donc, Monsieur le Président, ce qu'on propose, c'est qu'à l'avenir, entre autres, les conseils d'établissement des écoles, les gens qui sont impliqués quotidiennement avec leurs enfants dans les écoles du Québec, participent à nommer leurs représentants, donc le nouveau conseil d'administration, qui va remplacer les commissaires qui sont malheureusement élus par seulement 5 de la population. Je sais que le Parti libéral tient à garder les élections scolaires, Monsieur le Président, à 5 ce n'est pas défendable. Je ne sais pas si le chef a quelque chose à proposer. Ça serait le temps de le faire. Première complémentaire, la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, même le directeur général des élections a dit que le projet de loi est carrément antidémocratique. Monsieur le Président, ce qu'on constate, en fait, c'est que la CAQ semble avoir comme priorité de jouer dans des structures. C'est ça le problème. On prévoit mettre tous les efforts, les sommes d'argent dans des structures plutôt que dans les services aux élèves. Est-ce que le premier ministre pourrait refaire ses devoirs et mettre tous ses efforts sur les services aux enfants? Monsieur le Premier ministre, toujours prudent dans le choix des termes. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Monsieur le Président, c'est exactement ce qu'on essaie de faire, de décentraliser vers les écoles. Les meilleurs experts pour choisir les meilleurs moyens pour nos enfants, ce sont les gens dans les écoles, directeurs, directrices d'école, les équipes enseignants. Ce ne sont pas des commissaires d'école élus par 5 seulement de la population. Donc, Monsieur le Président, ce que mon collègue ministre de l'Éducation essaie de faire, c'est justement donner plus de pouvoir à ceux qui connaissent les besoins des enfants. Il y a actuellement des budgets beaucoup trop importants dans les commissions scolaires, des centaines de millions de dollars qui sont trop centralisés. Nous, on va décentraliser. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, en fait, le seul gagnant de ce brassage de cartes, c'est le ministre. Il se donne tous les pouvoirs. L'Institut de la gouvernance est sans nuance. La proposition du ministre ne passe pas le test. Selon eux, la réforme caquiste n'a pas prévu de mesures crédibles pour les dirigeants des centres de services. Monsieur le Président, ce n'est pas sérieux.
Les fils dépassent de partout, il n'y a rien d'attaché. Est-ce que le premier ministre peut éviter une autre réforme brouillonne? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on ne fera pas une réforme brouillonne comme l'ancien ministre libéral Bolduc, qui avait retiré son projet de loi tellement c'était brouillon. Monsieur le Président, les libéraux veulent protéger les commissaires d'école parce que ce sont leurs petits amis qui sont... Je vais demander de faire... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez qu'il y a des termes. Soyons prudents sur les termes. Vous les connaissez également. Alors évitez, je ne les rappellerai pas. Mais Monsieur le Premier ministre, petits amis, je vous demande de le retirer. Ça fait partie aussi des propos non parlementaires, vous le savez. Monsieur le Premier ministre, je vous demande votre collaboration. Monsieur le Président, je vais retirer petits amis des libéraux, mais je vais dire nous, nos petits amis, ce sont les enfants. Très bon. Trois, s'il vous plaît, sans commentaire sur les réponses. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, les enseignants le disent. Et en fait, ce qui anime le ministre de l'Éducation, c'est d'abolir ce qu'il appelle les contre-pouvoirs. Il l'a dit lui-même. Il ne veut plus entendre des gens sortir sur la place publique pour parler contre le gouvernement. Donc, évidemment, les commissions scolaires, elles sont contre. Les communautés anglophones sont contre. Le personnel enseignant est contre. Les OBNL sont contre. Il y a des parents qui sont contre. Alors, au lieu de vouloir faire taire ceux qui pensent autrement, le premier ministre va-t-il encore se précipiter? Monsieur le Premier ministre, une réponse à vous. Monsieur le Président, pour une fois, le chef de l'opposition officielle a raison. Les anglophones tiennent à avoir une élection générale de leurs représentants. Par contre, si le Parti libéral était proche des francophones, il saurait très bien que la grande majorité des francophones en veulent plus des élections scolaires. Il est temps que le Parti libéral se rebranche sur le terrain avec les francophones. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. La réforme en éducation, c'est vraiment un autre exemple très patent à quel point on veut tout centraliser. Quand j'entends le premier ministre dire que son ministre essaye de décentraliser, qu'est-ce qu'il essaie de décentraliser? C'est l'exécution des décisions. Mais clairement, il s'arroge à toute fin pratique tous les pouvoirs. Je vais vous donner un exemple, Monsieur le Président. L'article 102. Pouvez-vous croire qu'ils sont allés écrire noir sur blanc que les écoles publiques, notre système public va être au service des écoles privées, vont devoir prêter des ressources humaines. Qui qu'on va prêter? La technicienne, le concierge. On va prêter aussi des locaux peut-être, des gymnases. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Parce que plusieurs intervenants ont demandé qu'est-ce que le ministre de l'Éducation a derrière la tête lorsqu'il veut vraiment que notre système public soit au service des écoles privées. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, elle s'intéresse à l'article 102. Ça me fait plaisir de la faire connaître à l'ensemble des citoyens du Québec. Article 102. On modifie l'article 215.1. On va le comprendre ensemble. Les centres de services scolaires doivent favoriser le partage de ressources et de services, notamment de nature administrative, entre eux ou avec d'autres organismes publics, dont des municipalités ou des établissements d'enseignement régis par la loi sur l'enseignement privé, lorsque cela permet, il ne faut pas arrêter de lire ici, lorsque cela permet, dans le cadre de leur mission, là on parle de la mission des centres de services, de répondre à des besoins d'efficacité, un nouveau concept pour vous autres, de rentabilité, ça en fait deux, dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Y a-t-il beaucoup de Québécois qui se lèvent le matin en disant « J'espère qu'ils feront rien pour améliorer l'efficacité dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. J'espère qu'ils vont garder le statu quo. J'espère qu'on va continuer de dépenser des millions de dollars pour élire des gens. » Non, les Québécois nous disent pas ça. Les Québécois nous disent « Soyez efficaces, décentralisez la prise de décision, partagez les ressources dans l'intérêt des élèves. » C'est ce qu'on va faire. Si vous avez d'autres articles, ça me fait plaisir. S'il vous plaît, première complémentaire. Madame la députée de Saint-Laurent, la parole n'appartient qu'à vous. Les intervenants qui sont venus en consultation, bonne nouvelle, ce sont des Québécois. La FTQ, la Fédération autonome de l'enseignement, le comité de parents de la CSDM, c'est un gros comité, le mouvement de l'école ensemble, tous des Québécois qui ont interpellé le ministre, ont dit « Êtes-vous tombé sa tête? Comment ça se fait que vous voulez que notre système public soit au service des écoles privées? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête pour vous préciser? Il n'a jamais été capable de répondre. Monsieur le ministre de l'Éducation. Président, on a vu que ça, il tentait peut-être moins de s'attarder
sur les articles pour une compréhension fine. S'il vous plaît, On est allé... attention aux propos qu'on utilise, simplement. Ça lui tente moins qu'on lise les articles pour une compréhension fine. On va plutôt continuer des spins, des mauvaises compréhensions. Écoutez, la Fédération des comités de parents... Je viens d'aviser, je viens de porter à l'attention du ministre l'utilisation de certains termes. Je vous demande d'être prudent dans les mots utilisés, histoire de faire en sorte qu'on poursuive une saine période de questions. Monsieur le ministre, continuez votre réponse. Monsieur le Président, on a, c'est vrai, plusieurs commissaires qui sont venus nous dire que ce n'était pas une bonne idée d'abolir les postes de commissaires. On n'a pas fait le saut. Mais il y a même des commissaires qui sont venus nous dire que c'est une bonne idée aussi. Président de 2 commissions scolaires, des élus, des commissaires qui sont venus nous dire, écoutez, de l'intérieur, là, on constate que ça ne marche pas, puis on fait des suggestions pour le réformer. On voudrait peut-être les écouter, ceux-là aussi. On s'adresse toujours à la présidence. Madame la députée de Saint-Laurent. Inquiétant, il centralise des pouvoirs puis il comprend même pas les pouvoirs auxquels il se donne. Hey, la FTQ, FAE, comité de parents, mouvement l'école ensemble, c'est pas des commissaires, ce sont pour la très grande majorité des Québécois et même des parents. Ils sont inquiets. Ils veulent savoir qu'est-ce que le système public gagne à donner des services au système privé. Et la question s'est aussi posée, l'article 102, comment ça se fait que ça va pas dans l'autre bord? Pourquoi que le système privé, lui, donne pas des services aux services publics? Puis le ministre de l'Éducation en réponse. Monsieur le Président, en aucun cas, le système public va donner des services au système privé. Il faut faire attention à ce qu'on dit, là. Il faut faire attention. Ce n'est pas vrai. On parle de partager des ressources, des infrastructures dans un souci d'efficacité des ressources financières et humaines pour donner plus de services directs à nos élèves, pour aider nos professeurs à aider les élèves, plus de décentralisation, impliquer les gens qui connaissent les élèves par leur nom dans les décisions d'ordre pédagogique et leur faire une place dans le conseil d'administration du centre de services scolaires. C'est une petite révolution qui va faire du bien et qui est attendue par ceux qui font l'école à tous les jours. Question principale. Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, nous avons à maintes reprises fait état de problèmes de plus en plus importants de pénurie de main-d'œuvre qui frappent le Québec. Il y a 140 000 postes à pourvoir. Le secteur de la transformation alimentaire, secteur névralgique de l'économie québécoise, subit cette pénurie de plein fouet. C'est un secteur pour lequel la compétition est mondiale, mais aussi la compétition avec les autres provinces canadiennes. Pendant ce temps, le gouvernement fédéral, lui, agit. Le fédéral a mis sur pied un programme pilote qui assouplira les règles en vigueur pour aller recruter les travailleurs de cette industrie. Malheureusement, ce programme pilote ne s'applique pas au Québec. Il fera en sorte de désavantager nos entreprises face aux entreprises dans le reste du Canada. Est-ce que le ministre de l'Immigration, Monsieur le Président, lui, mettra sur pied un programme pilote pour les entreprises québécoises qui n'y ont pas accès? Le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, c'est intéressant d'entendre le député Néligan faire l'apologie du gouvernement fédéral. S'il souhaite supporter davantage le gouvernement fédéral que le gouvernement québécois, c'est son choix. Mais il y a une chose qui est sûre, son rôle en tant que député de l'Assemblée nationale, ça devrait être de supporter le gouvernement du Québec dans cette démarche avec le gouvernement fédéral relativement, notamment, Monsieur le Président, au programme des travailleurs étrangers temporaires. Ça fait plus d'1 an que je suis en discussion avec le gouvernement fédéral, justement pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des différentes entreprises. Le député de Néligan est censé connaître les besoins des entreprises du Québec. Eh bien, Monsieur le Président, dans toutes les régions du Québec, il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent avoir recours à des travailleurs étrangers temporaires pour une durée plus longue d'1 année. Pour faire en sorte aussi qu'il y ait un déplafonnement et surtout aussi pour assouplir les règles relativement aux études d'impact sur le marché du travail. Alors, Monsieur le Président, c'est la position du gouvernement du Québec qui est supportée aussi par la Commission des partenaires du marché du travail à l'unanimité. Et savez-vous quoi? Dans cette commission-là, Monsieur le Président, il y a à la fois des syndicats, il y a des gens de l'enseignement, il y a des gens du domaine patronal également. Et je les ai consultés, ces gens-là, et ils me supportent. Alors, Monsieur le Président, le travail a été fait. Il faut que le gouvernement fédéral entende raison. Et j'espère que le député Néligan va m'appuyer dans cette démarche-là avec le gouvernement fédéral. Monsieur le député Néligan, pour votre complémentaire. En août dernier, en commission parlementaire, le PDG d'Olemel était venu pour expliquer que la transformation alimentaire subissait un manque criant de main-d'œuvre. Le ministre a le pouvoir de satisfaire les besoins de l'industrie en faisant un programme équivalent. Or, il ne fait rien. Le ministre s'est peinturé dans le coin avec un objectif de 40 000 immigrants, chiffre arbitraire sorti d'un chapeau. Pourquoi refuse-t-il d'appliquer un pouvoir qu'il possède
si ce n'est pour atteindre le chiffre arbitraire de 40 000 par an. Monsieur le ministre de l'Économie, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je veux juste rassurer le député de Néligan qu'au MEI, nous avons rencontré le CTAQ à plusieurs reprises et que, historiquement, effectivement, l'implication financière d'Investissement Québec était absente. C'est la financière agricole qui était au rendez-vous. Et on s'est engagé, avec mon collègue, ministre de l'Agriculture, que Investissement Québec aurait un segment pour aider l'innovation au niveau de la transformation alimentaire qui est requis pour pouvoir pallier la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il va y avoir un programme pour aider les transformateurs à être plus efficients. Et pendant ce temps-là, mes collègues de l'immigration et du travail vont s'assurer qu'on a des gens qui sont formés adéquatement pour la cause. Deuxième complémentaire, Monsieur le député Néligan. Président, le PDG de OLML a indiqué que le manque de travailleurs a eu des impacts, notamment à l'usine de transformation de porc de Saint-Henri dans Bellechasse. Et vous savez quoi? Il a fallu refuser de la croissance. Il refuse de la croissance maintenant. Il ne peut plus. Il ne peut plus parce qu'il a besoin de votre réponse. Alors, Monsieur le Président, je me dirige maintenant à la ministre responsable du développement économique régional. Est-ce qu'il trouve ça normal que le ministre de l'Immigration n'a aucunement l'intention aujourd'hui de répondre à cette problématique? Est-ce qu'il va se lever et rappeler à l'ordre son collègue ministre de l'Immigration? Monsieur le ministre ou Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, c'est ironique. C'est ironique que le député de Néligan se lève parce que ce qu'on vise à faire, c'est justement à répondre aux besoins du marché du travail avec la réforme en matière d'immigration. Et vous savez, la pénurie de main-d'œuvre, là, elle n'est pas arrivée soudainement. Elle a été léguée par le Parti libéral qui n'a pas réussi notamment à s'assurer de sélectionner les personnes migrantes en fonction des besoins du marché du travail. Je comprends que le fait de faire des réformes, ça ne plaît pas au Parti libéral, mais des réformes qui sont nécessaires justement pour répondre aux besoins de l'économie du Québec et notamment lorsqu'on sélectionne les personnes immigrantes, bien, il faut qu'elles soient sélectionnées avec les emplois qui sont disponibles. Alors, le cas qui est présenté, Monsieur le Président, si le Parti libéral ne m'appuie pas dans ma réforme, voyez-vous la conséquence que ça a? Il faut faire en sorte de répondre aux besoins du marché du travail. Question principale. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre tente de nous faire croire qu'il n'a jamais parlé de réduire d'1 milliard la rémunération des médecins spécialistes. J'ai 5 déclarations pour lui. La première, le gouvernement paie 1 milliard de dollars de trop par année. Les contribuables paient 1 milliard de dollars de trop. On va réduire de 1 milliard de dollars la rémunération des médecins spécialistes. C'est 1 milliard de dollars de trop qu'on aurait pu investir dans les services aux citoyens. 1 milliard de trop par année. Je dépose le verbatim exact des déclarations du premier ministre avec le contexte. Le premier ministre a souvent dit « Nous, on va céder devant aucun lobby, sauf les médecins spécialistes en négociation. » J'ai 2 questions pour lui. Est-ce qu'il peut concéder qu'il n'a obtenu que la moitié de son engagement? Et la deuxième, est-ce qu'il peut s'engager à déposer l'entente avec les médecins spécialistes avant la fin de la session parlementaire pour qu'on puisse le questionner là-dessus? Consentement pour le dépôt des documents. Il y a consentement. Monsieur le Premier ministre, votre réponse. Monsieur le Président, chef du Parti québécois, c'est très bien qu'il y a 1 an, il y avait une étude qui montrait qu'il y avait un écart de 1 milliard entre le salaire qui est payé au Québec aux spécialistes, puis ce qui aurait dû être payé si on avait le même écart que pour les autres travailleurs. Durant la campagne électorale, on a promis de faire une nouvelle étude. Dans notre cadre financier, on n'a pas pris de risque, on a mis 0 comme récupération. Il y a une nouvelle étude qui a été faite qui montre que l'écart maintenant est d'environ 500 millions de dollars et c'est de l'argent qu'on va récupérer, de l'argent qui a été gaspillé par le gouvernement libéral. Donc, Monsieur le Président, quand l'entente va être signée, finalisée, tous les documents vont être rendus publics. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Le président est en train de se faire le coup des trop perçus. Les trop perçus par les médecins spécialistes, c'est le même argumentaire. Pourquoi la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, elle dit avec grande assurance qu'on n'est certainement pas en bas de la moyenne canadienne? Est-ce que c'est elle qui a raison? Est-ce que c'est le premier ministre? Est-ce que c'est le journaliste qui a rapporté les paroles hier et le premier ministre lui a dit qu'il avait mal fait son travail? Je lui redemande à nouveau, est-ce qu'il peut déposer avant la fin de la session parlementaire l'entente pour qu'on puisse tous juger de ce qu'il a obtenu dans sa négociation? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, l'ensemble des travailleurs québécois gagnent en moyenne 9 % de moins que les travailleurs dans le reste du Canada. Nous, on pense que par équité
les médecins spécialistes devraient gagner 9 % de moins que les spécialistes du reste du Canada. Monsieur le Président, c'est ça la justice, c'est ça l'équité, c'est ça que les libéraux n'ont pas fait, c'est ça qu'on va faire. Quand ça va être conclu, on va rendre ça public. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Résumer les épisodes précédents. Le premier ministre s'engage pour 1 milliard. Il obtient 500 millions. Là, il arrive avec une autre version qui est 9 %. J'ai de la misère à comprendre. Si je lui emprunte 100 $, est-ce que je peux juste lui redonner 50 $ puis ça va être correct? Monsieur le Président, ça ne fonctionne pas. Pour la troisième fois, je lui demande de déposer l'entente avant la fin de la session parlementaire. Est-ce que c'est ses responsables des communications qui lui ont dit que ce ne serait pas une bonne idée de finir la session avec la vérité sur l'entente avec les médecins spécialistes? Attention avec le propos, vous le savez, des termes comme celui que vous venez d'utiliser. Soyez prudents, c'est un rappel, s'il vous plaît, qui s'adresse à tout le monde. Monsieur le Premier ministre, réponse. Monsieur le Président, il y a une étude indépendante qui a été commandée par le syndicat et par le gouvernement. Cette étude va être déposée lorsque la négociation sera terminée, que l'entente sera signée. C'est comme ça qu'on négocie avec les syndicats. Il semble que le chef du PQ devra avoir assez d'expérience pour comprendre ça. Question principale, Madame la députée de Sherbrooke. Monsieur le Président, le ministre de l'Éducation a de la chance parce que les problèmes dans son projet de loi sur les commissions scolaires sont aussi graves que ceux de la réforme en immigration, mais comme son collègue a monopolisé l'attention médiatique, il a échappé jusqu'à maintenant aux critiques. Pourtant, on constate que son projet de loi est rempli de vices cachés. Il a été rédigé sans réfléchir au point où même le choix des mots laisse à désirer, alors que chaque mot compte dans un projet de loi. Le ministre lui-même a concédé qu'en donnant le droit aux directions d'école de majorer les notes, il s'était trompé et qu'il aurait dû inscrire « modifié ». C'est grave, ça montre à quel point le projet de loi est brouillon. Et même s'il change un mot, c'est une mauvaise idée de laisser les directions jouer avec les notes. Jamais, dans un cégep ou une université, les enseignants accepteraient qu'on modifie leurs notes et ceux du réseau scolaire ne l'acceptent pas non plus. Ils sont plus de 6 000 à avoir écrit au ministre dans les dernières semaines pour lui dire qu'ils se sentent insultés par le projet de loi. Ils font un sit-in en ce moment devant le bureau du ministre. Au moment où on a plus que jamais besoin de recruter des nouveaux enseignants et de retenir ceux qui restent, c'est inquiétant. Qu'est-ce que le ministre va faire pour rétablir la confiance avec les enseignants? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je visite des écoles fréquemment. Je vais les voir. Je parle bien sûr aux leaders syndicaux, mais je parle aussi à leurs membres. Je m'en vais avec ma boîte à lunch. Je dîne avec des profs d'école du primaire et du secondaire et on jase. Et il n'y a pas personne sur le terrain qui nous parle d'une crise de confiance. Ce qu'ils nous disent, c'est que l'espoir est revenu enfin dans le réseau d'éducation. Ce qu'ils nous disent, c'est que c'est comme si on avait ouvert les fenêtres puis qu'en fait, on avait changé l'air qui était vicié par les 15 dernières années et qu'il y a de l'espoir qui s'en vient. Donc, oui, c'est vrai, on a déposé un projet de loi. Qu'est-ce qui arrive après? On tient des auditions. On écoute les gens avec sérieux et respect. Il va y avoir des propositions d'amendements qui vont venir de notre côté, qui vont probablement venir aussi des oppositions, qui vont nous permettre de bonifier ce projet de loi-là. Est-ce que quelqu'un va être surpris de ça? Absolument pas. Est-ce qu'il y a une crise avec les enseignants? Absolument pas. J'invite ma collègue à se promener dans les écoles, à aller dans des forums, à discuter avec les associations. Les enseignants sont contents, sont rassurés de ce qui se passe dans le réseau scolaire et par la nouvelle direction que prend l'ensemble du gouvernement. En terminant, branchez-vous sur les Québécois. S'il vous plaît, encore une fois, prudence dans les propos, vous le savez, vous les connaissez, ces propos. Madame la députée de Sherbrooke. On ne fait pas des sit-ins quand on est rassuré. À part le maquillage de notes, la liste des vices cachés est longue. Centralisation des pouvoirs au ministère de l'Éducation, possibilité de conflit d'intérêts, discrimination envers les francophones. Le ministre demande même aux centres de services de partager leurs ressources avec les écoles privées, comme si on ne donnait pas déjà assez de ressources du public au privé, avec 548 millions juste cette année. Ça, c'est 10 fois plus que ce que le ministre espère récupérer en 4 ans avec sa réforme. Si sa priorité, c'est vraiment de financer les services, il devrait commencer par aller chercher cet argent-là. Est-ce qu'il est prêt à le faire? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, on a des oppositions qui s'opposent. Ils sont convaincus que c'est la bonne façon de faire de la politique. On dénonce, peu importe ce qui arrive. Écoutez, si on a la Fédération québécoise des directions d'établissement, si on nous disait que c'est une bonne chose, si on a Mme Hogg, présidente de la Commission scolaire des Laurentides, une commissaire, si on a M. Demers, président de la Commission scolaire des navigateurs, si on a la Fédération des comités de parents, les 2 associations professionnelles de direction d'école, si on a autant de gens qui sont venus nous dire... Je m'excuse, Monsieur le député.
Bon. Ils sont venus nous dire que c'est un bon projet de loi. Ils sont venus nous proposer des amendements pour l'améliorer. Mais peut-être qu'on devrait se rebrancher du côté de l'opposition avec ceux et celles qui font l'école à tous les jours puis qui attendent juste qu'on les écoute. Monsieur le député de Darcy-Miguy, vous n'avez pas la parole. En principe, je ne devrais pas vous entendre. Elle appartient à ceux qui posent des questions et ceux qui répondent. Merci de votre collaboration. Question, Madame la députée de Sherbrooke. Il y a quelques mois, j'avais dû retirer mes propos en Chambre quand j'ai comparé les façons de faire du ministre de l'Éducation à celles de l'ancien ministre de la Santé. Depuis ce temps-là, les groupes qui ont défilé devant nous en commission parlementaire ont fait exactement le même parallèle. Et le député de Lapinière a reconnu lui-même que la CAQ copiait ses méthodes, et je le cite, « Ils vont vite et imposent pour empêcher la résistance de se mettre en place. » C'est ce que j'ai fait. On connaît les dommages que ça a fait en santé. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut prendre le temps d'écouter et de travailler en collaboration pour réformer le réseau de l'éducation, comme tout le monde veut le faire, mais on veut le faire ensemble? Monsieur le ministre de l'Éducation, tous attentifs à la réponse, s'il vous plaît. D'abord, je trouve cette remarque assez insultante pour notre réforme qu'on tente de faire. D'ailleurs, Mme Mallory Flon, directrice développement à l'Institut du Nouveau Monde, qui est arrivée, qui nous a dit « Le dernier gouvernement a réformé la gouvernance des établissements de santé en réduisant le nombre. En plus, les membres des CA, tout comme les PDG, sont désignés par leur père ou nommés par le ministre. » Elle parle de la réforme en santé. Les citoyens n'y ont plus leur place. Ces établissements de santé, selon plusieurs observateurs, ont perdu de leur proximité avec les communautés. Le PL 40 ne va pas là. Et l'Institut du Nouveau Monde ne travaille pas pour la Coalition Avenir Québec. Je rassure les gens ici. Question principale, Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la situation des femmes sans-abri et itinérantes est très préoccupante. Elles sont parmi les plus négligées de notre société. La situation est urgente. Les besoins sont criants. Doit-on rappeler qu'en 2018-2019 uniquement, ce sont 40 458 nuitées dans 5 centres d'hébergement pour femmes itinérantes qui ont dû être refusées à Montréal seulement, faute de place. 40 458, Monsieur le Président, c'est 2 fois le Centre Bell rempli à craquer. Les femmes itinérantes sont les plus vulnérables de notre société. Elles vivent dans une pauvreté extrême. Elles sont souvent aux prises avec des problèmes de santé mentale, de consommation, de violences chroniques. Mais elles sont invisibles. Elles marchent dans les lieux publics avec leur vie dans leur chariot d'épicerie, tentant de se fondre à la foule. L'aide récente annoncée d'1 million de dollars est nettement insuffisante. Monsieur le Président, est-ce que la ministre de la Condition féminine entend enfin agir pour améliorer le... Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, ma collègue soulève effectivement un dossier très important. Et d'ailleurs, je veux tout de suite dire que nous avons rencontré la semaine dernière mes collègues et moi, la ministre de la Sécurité publique, la ministre de la Condition féminine aussi est très impliquée dans le dossier, la ministre de la Justice. Nous avons rencontré les regroupements des personnes qui s'occupent de l'hébergement des femmes itinérantes ou des femmes victimes de violences conjugales. Effectivement, il y a eu un investissement de 1 million de dollars pour les maisons de deuxième étape, les maisons pour des femmes qui sortent de la crise et qui ont besoin, évidemment, d'être logées, qu'on s'occupe d'elles et de leurs enfants aussi pour une certaine période de temps. On nous a dit que ça a vraiment aidé. Mais il faut aller plus loin, Monsieur le Président, et la première chose à faire dans ce dossier-là, c'était de rencontrer ces femmes qui s'occupent de tout cet hébergement pour les femmes violentées et itinérantes, bien prendre connaissance des problématiques et il y aura un plan d'action. Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Monsieur le Président, je m'adresse encore à la ministre de la Condition féminine. Les solutions sont connues. Il faut augmenter les places en hébergement, rendre plus équitable le financement de toutes ces places, revoir le programme de soutien aux organismes communautaires, revoir les budgets en tenant compte des nouvelles réalités de l'itinérance, dont la proportion plus importante de femmes. Le travail à faire est énorme. Quelle est votre feuille de route, Madame la ministre de la Condition féminine? S'adresse toujours à la présidence. Madame la ministre de la Condition féminine en réponse. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis entièrement d'accord avec les propos de ma collègue de Marguerite-Bourgeois. Il y a énormément de travail à faire. Il y a énormément de moyens financiers qu'il faut déployer aussi pour pouvoir
contrer cette situation qui est encore excessivement déplorable et malheureuse. C'est pour ça qu'on doit travailler en synergie. Et ma collègue ministre de la Santé, c'est elle qui est responsable de ces budgets-là. Alors, mon travail est de coordonner ce travail avec aussi la ministre de la Sécurité publique, la ministre de la Justice. J'ai rencontré les organisations, les regroupements, l'Alliance, et j'ai rencontré ces groupes de femmes pour pouvoir coordonner ce travail, et je continue de coordonner ce travail. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. La rencontre la semaine dernière, elles avaient 20 minutes pour présenter. Monsieur le Président, c'est pas beaucoup devant des problématiques aussi importantes. La ministre de la Condition féminine était représentée par des attachés politiques. Et finalement, il y a encore énormément de questions. Les nuits sont déjà glaciales, l'hiver sera très long, les refuges déborderont encore et encore. Il manque de tout, Monsieur le Président. La ministre de la Condition féminine doit se faire entendre. Elle doit s'occuper des femmes vulnérables, elle doit se battre pour elles. Il reste quelques mois avant le prochain budget. Madame la ministre de la Condition féminine. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, la rencontre a eu lieu la semaine dernière. Ce sont mes attachés qui étaient présents parce que j'étais en mission à Paris. Et ne voulant pas, voyant l'urgence de la situation, je n'ai pas voulu retarder cette rencontre-là qui est si importante parce que je n'étais pas présente. Puis encore une fois, mon travail, c'est de justement organiser ces rencontres et je me suis assurée que ce moment-là était disponible et que ma collègue à la santé, à la justice et à la sécurité publique puisse rencontrer ces groupes. Pour ma part, j'ai rencontré tous ces groupes. On a eu beaucoup plus que 20 minutes. J'ai visité des centres d'hébergement aussi. Alors, je peux vous assurer que nous faisons le travail et que ma voix est entendue auprès de mes collègues de tous les ministères. Merci. Question principale, Madame la députée de Joliette. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, en ce qui concerne le projet de loi numéro 40, ce qui est assez fascinant, c'est pas ce que le ministre dit, c'est qu'il ne dit pas. Il y a des tonnes d'éléments dans ce projet de loi qui ne sont pas connus et qui portent des réformes assez spectaculaires pour la suite des choses en matière d'éducation. Le ministre nous dit que c'est un projet de loi qui vise la décentralisation. Or, il y a une page complète de nouveaux pouvoirs pour le ministre qui sont centralisés dans ses mains, jusqu'à celui de pouvoir communiquer directement avec les parents, les enseignants, les élèves dans toutes les écoles du Québec. Et par ailleurs, les organismes qu'il nous mentionne, les directions d'école, qui seraient celles qui connaissent les élèves par leur nom et vers qui on décentraliserait, quand on leur demande quels nouveaux pouvoirs elles acquièrent, silence total, elles sont incapables de nommer un seul pouvoir. Pourquoi tenir ce discours qui ne tient pas la route, Monsieur le ministre de l'Éducation? Monsieur le ministre de l'Éducation, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, je plaide coupable au fait qu'il y a un article dans le projet de loi 40 qui permettra à l'avenir au ministre d'écrire une lettre aux enseignants du réseau. Ça va peut-être arriver qu'on écrive une lettre au début de l'année, pour les encourager, pour les remercier, ou peut-être à la fin de l'année, pour les remercier encore, pour leur souhaiter de prendre du repos. Ça se peut aussi que le gouvernement ou le ministre, moi ou un autre, écrivent une lettre aux gens qui travaillent dans le réseau scolaire ou aux parents pour les informer de ce qui s'en vient, pour les tenir au courant des modifications, notamment pour ce qu'on va faire avec le cours d'éthique et culture religieuse. Est-ce que c'est de la centralisation? Ben non, Monsieur le Président. C'est vraiment le seul argument qu'ils ont pour dire qu'on fait supposément une centralisation, c'est de dire que le gouvernement, dans un article bien clair, se donne le droit de communiquer avec les gens qui font le réseau scolaire. C'est qu'ils n'ont vraiment aucun argument. Je rappelle simplement que j'entends des mots qui sont prononcés qui ne devraient pas l'être par ceux qui n'ont pas la parole, qu'ils se reconnaissent, sinon je les indiquerai. Madame la députée de Joliette, à vous la parole. J'ai toujours pas entendu les nouveaux pouvoirs des directeurs d'école vers qui cette décentralisation est supposée aller. L'autre chose, c'est qu'aux dernières nouvelles, ceux qui connaissent les élèves par leur nom, la petite ligne de communication du gouvernement, ce sont les enseignants. Or, les enseignants, ils s'opposent viscéralement au projet de loi du ministre, tellement qu'aujourd'hui, ils sont en sit-in au ministère de l'Éducation. Une des raisons, parce que le ministre donne le pouvoir aux directions d'école, en voulant un nouveau pouvoir, de majorer les notes contre l'avis des enseignants. Qu'est-ce qu'il y a à répondre à ça, le ministre de l'Éducation? Monsieur le ministre de l'Éducation, nous sommes tous attentifs. Je demande votre collaboration. Monsieur le Président, ma collègue nous demande
Mais quel pouvoir y aura-t-il davantage dans les écoles, dans les conseils d'établissement? Bien, il y a des articles qui précisent que les conseils d'établissement pourront maintenant adopter les projets éducatifs. C'est pas rien, ça. Les conseils d'établissement pourront aussi adopter les plans de lutte contre l'intimidation. C'est pas rien, ça. Monsieur le Président, j'ai enseigné 17 ans des préados. J'ai jamais eu un groupe qui manquait autant de maturité. Non, je m'excuse. Non, Monsieur le ministre de l'Éducation, vous êtes appelé à répondre à la question. Je me chargerai de faire en sorte, et je l'ai déjà fait, le rappel, Monsieur le leader du gouvernement. D'abord, je suis debout. Je vais vous demander, vous vous lèverez, je vous demande de vous asseoir. Ça fait partie de nos règles. Non, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le leader du gouvernement, je vous demande d'être prudent et je vous demande de vous calmer tous. Monsieur le leader du gouvernement, on ne se parlera pas de cette façon-là. Je demande au ministre de l'Éducation de poursuivre ses réponses, d'être attentif, d'être prudent au propos. Il me semble que c'est très clair. Monsieur le ministre de l'Éducation, je m'adresse à vous. Je me chargerai de faire taire ceux et celles qui parlent trop fort. Je l'ai dit il y a quelques secondes. Je pense que les gens auront compris. Sinon, je les pointerai. Monsieur le ministre de l'Éducation, vous poursuivez votre réponse. Eh bien, Monsieur le Président, donc, il y a des nouveaux pouvoirs au conseil d'établissement. Les gens qui veulent les voir, les voient. Les gens qui ne veulent pas les voir, regardent ailleurs. Madame la députée de Joliette. C'est quoi ce nouveau pouvoir? C'est le fait de pouvoir adopter sans avoir la signature de la commission scolaire. Wow, c'est toute une révolution pour nos directions d'école, Monsieur le Président. Je veux savoir ce qu'il a à dire aussi à toute cette question du magasinage d'écoles qui va devenir exponentielle parce qu'il enlève toute notion de territoire. Donc, on va mettre nos écoles publiques, nos écoles de quartier qui vont disparaître. Ça va devenir une vue de l'esprit en compétition les unes avec les autres. Est-ce que c'est ça l'égalité des chances aux yeux du ministre de l'Éducation? Monsieur le ministre de l'Éducation. Malheureusement, pour ma collègue, ce n'est pas ce que fait le projet de loi. Tout ce que ça dit, c'est que c'est un parent et sur un territoire d'un centre de service scolaire et qui souhaite aller peut-être tout près de chez lui, parce que les limites des commissions scolaires, surtout en milieu urbain, c'est des limites qui sont artificielles. Eh bien, s'il souhaite inscrire son enfant dans une école du centre du service scolaire juste à côté, s'il y a de la place de disponible, s'il est prêt à transporter son élève, bien, il faut que ce soit simple. On prend soin des gens, on écoute les parents, on offre le meilleur aux élèves. Sincèrement, il n'y a aucun scandale là-dedans. Question principale. Monsieur le député de Jean-Lesage. Merci, Monsieur le Président. Le remboursement des lunettes et des lentilles pour les enfants, c'est une excellente idée, tout le monde s'entend, mais cet argent-là devrait aller aux familles et pas aux fraudeurs. Ce matin, le Journal de Montréal nous apprenait un petit truc malhonnête pour faire un 250$ facile. C'est pas compliqué, on va sur le site de la RAMQ, on met notre numéro d'assurance maladie, le numéro d'assurance maladie d'un enfant, n'importe lequel, on met le numéro de TVQ d'un optométriste, n'importe lequel, et paf! Un chèque de 250$. Même pas besoin de facture avec la CAQ, là, frauder le gouvernement. Là, c'est simple. On sait que la CAQ aime pas beaucoup la démocratie. J'irai pas là tout de suite. La bureaucratie, voir les fonctionnaires. Monsieur le leader du gouvernement, effectivement, à plusieurs reprises, je vais vous laisser aller, mais rapidement, je viens de faire ce rappel à maintes reprises. Alors, monsieur, soyez prudent. Effectivement, monsieur le leader du gouvernement, c'est bien compris. Je pense que vous l'avez compris en le disant également, monsieur le député. Alors, je prends ça pour acquis. Continuez. Je confesse le lapsus. Combien de demandes de remboursement est-ce qu'on a effectuées depuis ce matin à 5 heures? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, je remercie le député Jean Lesage de me laisser parler de notre programme de lunettes. On parle souvent ici de ce que les citoyens nous parlent quand on est dans notre comté, mais ça, c'est un programme dont ils aiment me parler et la plupart me remercient. Puis les citoyens de Taillon, c'est des gens honnêtes, des travailleurs honnêtes et qui sont contents de ce programme-là. Premièrement, il faut savoir pourquoi on a développé ce programme-là. Ce programme-là fait partie de notre mission Agir tôt, que je porte avec le ministre de la Famille, le ministre de l'Éducation, pour la réussite scolaire de nos enfants. Parce que pour réussir à l'école, c'est important d'être capable de voir, de lire et de reconnaître les gens autour de nous. Et pour ça, il y avait des gens qui étaient évalués par l'optométriste, qui ne pouvaient pas se payer des lunettes. Hein? Puis c'est ça qu'on est venu régler avec ça. Ce que le député de Jean Lesage ne sait peut-être pas, c'est que la RAMQ, elle a les données des optométristes. Elle est capable de croiser les données. Ce qu'on a eu depuis le début du programme, c'est 31 000 demandes de remboursement. Il y a eu seulement une quarantaine de demandes qui ont levé un drapeau rouge, qui ont dû être vérifiées. Puis on a eu une seule plainte dans ce programme. Monsieur le Président, c'est un programme dont on est très fiers, qui, encore une fois, vient aider nos enfants.
Première complémentaire, s'il vous plaît, sans commentaire sur les réponses. C'est la règle, Monsieur le député de Jean Lesage, s'il vous plaît. Sur le fond, tout le monde s'entend. On est d'accord qu'il faut rembourser ces choses-là, pas de problème. Mais ce que je comprends de la réponse du ministre, au fond, c'est qu'il nous dit le système fonctionne bien, pas besoin de plus de vérification. Même si ça fait la première page du Journal de Montréal, là, puis que ça va attirer énormément de gens mal intentionnés, il n'y a pas de problème, on laisse ça aller. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre, Monsieur le Président? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, on va vers une ère nouvelle. On aurait pu mettre une 50aine de fonctionnaires pour vérifier, garder les factures, garder les TVQ. Nous, on a des systèmes informatiques, on a de l'intelligence artificielle, on a les données qu'on veut demander aux citoyens. On n'a pas besoin de leur demander. Nous, les systèmes se croisent, les systèmes se parlent. Le taux de l'inquiétude, ce serait à peu près même pas 1% des demandes. Je ne pense pas que 50 fonctionnaires feraient mieux le travail que ce qu'on a actuellement sur le terrain. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. C'est quand même hallucinant, là. La différence entre hier et aujourd'hui, c'est que là, aujourd'hui, ça a fait la première page du Journal de Montréal. Je m'attendais pas à ce que... Je m'attendais pas à ce qu'on fasse ça. S'il vous plaît, je suis obligé de vous demander encore une fois. La règle est que celui qui pose la question est le seul à avoir la parole, celui qui y répond également. C'est la règle à observer. Nous allons tous l'observer, Monsieur le député. Mais oui, le shérif de la pelleterie lorsqu'on a besoin de lui. La question que je me pose, c'est la façon un peu amateur dont est menée les enjeux numériques entourant ces remboursements-là. Est-ce que ça satisfait le député et ministre délégué à la transformation numérique? Est-ce que c'est avec cette rigueur-là qu'il va aussi protéger nos données personnelles? Monsieur le ministre de la délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, première page du Journal de Montréal, faire la bonne chose pour nos enfants. Hein? C'est quoi le choix exactement ici? Moi, ce que je veux, c'est faire le bon choix pour nos enfants. Leur permettre d'aller à l'école, leur permettre de réussir à l'école, leur permettre de contribuer à la société de façon adéquate. Tout est là pour que les données soient vérifiées. On a même un système où, si jamais il le faut, dans 5 ans, on peut faire des vérifications, comme à Revenu Québec. S'il le faut, surtout pour les citoyens qui prennent leur prescription d'optométriste ailleurs qu'au Québec, on leur demande de garder leur prescription parce qu'eux seront vérifiés. Tout est là dans le système pour éviter la fraude, Monsieur le Président. Nous, ce qu'on veut, c'est aider nos enfants d'abord et avant tout. Question principale, sans commentaire. Question principale, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Monsieur le Président, le 4 novembre dernier, le ministre responsable de la langue française a affirmé dans un mêlée de presse vouloir restreindre les services en anglais aux seuls membres de la communauté anglophone historique et qu'il va créer une liste. Dans la communauté, beaucoup se sont questionnés au sujet de cette liste. Comment on détermine qui est membre de la communauté historique? Le Premier ministre a été questionné sur un autre dossier mal ficelé de son ministre. Il a dit comment, comme par la loi 101, si vos parents ont étudié dans le système anglophone, vous pourrez avoir des services en anglais. Je ne sais pas si le ministre a lu The Gazette ou les autres médias anglophones, mais les gens sont inquiets et le gouvernement ne fait rien pour le rassurer. Le ministre nous répond depuis mardi que les immigrants doivent avoir des services en français. Ce n'est pas de ce principe-là qui est en jeu. Ma question est simple, Monsieur le Président. Comment le gouvernement fera-t-il pour distinguer un anglophone historique parmi la communauté anglophone du Québec? Quels sont les critères pour être sur sa liste? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, pour être clair, on a eu cet échange-là avec le député de Jacques-Cartier la semaine dernière et je pense que c'est important de relater adéquatement mes propos. Il n'y a jamais été question de liste, Monsieur le Président. Ce qui est question dans le cadre de la discussion, Monsieur le Président, c'est le fait que l'État québécois communique en français avec les nouveaux arrivants. C'est le sens de mes propos et ça a toujours été le sens de mes propos. Alors, la question qui se pose ici, Monsieur le Président, c'est est-ce que le Parti libéral est en désaccord avec le fait que, pour les nouveaux arrivants, l'État québécois s'adresse en français à eux dans le cadre des communications gouvernementales? C'est fondamental, Monsieur le Président. Du côté du gouvernement, nous croyons que dans le cadre des communications que nous avons avec les personnes immigrantes, elles doivent se faire en français. Parce que l'État québécois, la langue officielle du Québec, la langue de l'État, la langue commune au Québec, c'est le français. Et donc, lorsqu'on accueille une personne immigrante, c'est un engagement partagé. La société québécoise accueille une personne immigrante qui fait le choix du Québec
en français et en contrepartie, cette personne-là décide de s'intégrer au Québec en français et le gouvernement du Québec développe des cours de francisation, un parcours d'accompagnement personnalisé pour s'assurer que la personne puisse exprimer tout son talent en français au Québec. Question principale, Monsieur le député de Jacques Cartier. Monsieur le Président, tout le monde a vu le topo de CTV où on voit clairement le ministre déclarer qu'il y aura une liste. That will be on the list, il a dit, en guillemets. Monsieur le Président, le ministre parle de quelle liste? Depuis cette déclaration de 5 novembre dernier, le ministre n'a rien fait pour expliquer son idée. If he's the one that's saying that he is cited out of context, he needs to clarify the situation. But you know what, Mr. President? He has not, and he has not taken the time. The journalist asked a follow-up question he refused to answer. I give him the opportunity right now in this House to clarify. What does he mean by a list? And what does he mean by historic Anglophone? The people deserve to know. Monsieur s'il vous plaît, encore une fois, la règle est claire. On ne commande pas sur les questions. La parole n'appartient qu'au ministre. Monsieur le ministre, votre réponse. Monsieur le député de la Pinière, je vous entends encore une fois, s'il vous plaît. La parole n'appartient qu'au ministre. Monsieur le Président, il n'y a pas de liste, il n'est pas question de liste. Ce que j'ai souligné en mêlée de presse, c'est le fait que l'État québécois, la langue officielle de l'État québécois, c'est le français. Tous les nouveaux arrivants que nous accueillons doivent être accueillis en français. Et dans le cadre des communications avec l'ensemble de l'État québécois, les ministères, les organismes, ça doit se passer en français. Depuis que je suis arrivé comme ministre de l'Immigration, Monsieur le Président, on a développé des cours de francisation, un parcours d'accompagnement personnalisé. On a donné des allocations supplémentaires en francisation pour que les personnes migrantes s'intègrent en français à la société québécoise. Je pense que le député Jacques Cartier devrait nous appuyer sur ce point. S'il vous plaît, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci.